70 ans, le mot Ferrari est entré dans le dictionnaire comme synonyme de performance et d'exclusivité. Ils ont fait rêver et frissonner tous les passionnés d'automobile avec leur mythique V8 et V12, mais avec le changement climatique et les régulations qui en découlent, Ferrari a eu besoin de changer. La suite était assez simple pour eux, évoluer ou mourir. C'est ainsi qu'est née cette nouvelle berlinette à moteur central arrière, la 296 GTB. 296 parce que on a 2 litres 992 provenant d'un V6, donc on est quand même plus proche des 3 litres que des 2 litres 9, mais Ferrari était peut-être pas très optimiste à l'idée que sa nouvelle voiture porte le nom d'une Peugeot. Elle aurait pu aussi s'appeler 296 PHEV, parce que oui, cette voiture est une hybride rechargeable, et c'est la première hybride rechargeable 100% propulsion de chez Ferrari. Donc adieu le V12, adieu le V8, cette nouvelle 296 a un V6, mais ne vous inquiétez pas, les sorciers de Maranello ont plus d'un tour dans leur sac. Officiellement, elle rejoint la gamme Ferrari sans remplacer aucun modèle, elle se place au-dessus de la F8 Tributo. Bon, l'avenir nous dira si elle remplace pas quand même la F8 Tributo. Quand on la regarde, cette nouvelle 296, elle apparaît quand même plutôt compacte et assez sobre, mais plus je la regarde, plus je tombe amoureux. Le design de la face avant est vraiment très épuré, mais dès qu'on passe sur le profil et sur l'arrière, c'est là que le charme opère pour moi sur la 296. Le style est vraiment en rupture avec les précédentes générations de berlinettes Ferrari à moteur central arrière. L'empattement est plus court de 50 mm par rapport aux précédentes générations. 5 cm c'est énorme. Et on est quand même sur la Ferrari la plus compacte faite depuis ces 10 dernières années. 4,56 m de long, 1,96 m de large. Les ailes ultra musclées, la lunette arrière verticale. Tout rappelle en fait la sublime 250 LM ainsi que la Dino. Dino qui était d'ailleurs à moitié une Ferrari, le débat continuera toujours, et qui avait à l'arrière un V6. Au design chez Ferrari, le mot d'ordre c'était vraiment respect absolu du passé et recherche de la performance. En fait la carrosserie de cette 296, c'est pas juste une robe ultra sexy, mais aussi un outil technique qui permet d'aller chercher des performances. Par exemple, ces ailes arrière, elles abritent les intercooleurs qui permettent de refroidir les turbos, et c'est vraiment l'entrée d'air et le passage du flux d'air qui guide la forme de l'aile, et ça c'est magnifique. À l'arrière, on peut admirer ce couvercle du compartiment moteur en verre bombé, mais on a aussi la partie centrale ici qui est peinte, et ça rappelle d'anciennes Ferrari comme la Testarossa et la 355 GTB. À l'arrière, rupture quand même un peu de la tradition, fini les 4 feux ronds. On a ici un design qui est pour moi un petit peu en lunettes de soleil. Un seul échappement central sur cette 296, c'est nouveau et ça renforce vraiment le côté très horizontal du design à l'arrière. Aussi, petit détail un peu tradition que j'aime beaucoup, la nouvelle clé Ferrari. En fait, c'est tout simplement la même chose que le logo Ferrari. Voilà, t'as l'emblème, le mythique emblème Ferrari, et c'est la clé de la voiture. On a 3 types de jantes, des 20 pouces. Celles-ci sont les jantes aérodynamiques qui vont extraire vraiment l'air qui se trouve sous la voiture en roulant un peu comme une turbine. On peut avoir aussi d'autres jantes un peu plus étoilées ou des jantes en carbone. Comme vous pouvez le voir, le design épuré de la 296 n'est pas perturbé par des gros appendices aérodynamiques, mais la voiture n'est pas en reste à ce niveau-là. L'aéro a vraiment été soigné et optimisé pour l'appui et pour le refroidissement, notamment au niveau des phares, comme sur la SF90 Stradale. Ici, sous les feux de jour, on a une prise d'air qui est assez énorme. Oui, je vous vois venir. Le moteur et la boîte sont refroidis par les radiateurs qui se situent ici de part et d'autre de l'avant. Et on a une évacuation en fait de l'air chaud qui se fait par le bas de la voiture et non pas par le haut, pour pas aller perturber ici l'entrée d'air des intercooleurs qui sert à refroidir les turbos. En fait, cette conception ingénieuse des flux d'air permet notamment de réduire la surface des prises d'air et donc d'avoir ce design qui est plus pur. Ce pare-choc, il a aussi été créé pour générer de l'appui, notamment grâce à ce mécanisme ici. Ils ont appelé ça le T-tray, ou plateau AT en français. Bon, ici, ce serait plus pertinent d'appeler ça plateau à espresso, mais bon. Et en fait, comme en Formule 1, cet élément, il permet de créer un vortex, donc une sorte de tourbillon d'air, qui est dirigé sous la caisse et qui permet une meilleure aspiration de l'avant vers le sol et donc plus d'appui. Mais c'est vraiment la conception de l'arrière qui est la plus atypique. Elle rompt clairement avec la tradition des berlinettes de la marque en optant pour une discontinuité entre le toit et le capot moteur. On a ici à l'arrière du toit une aile très discrète, vous la voyez là, qui permet de garantir une continuité du flux d'air qui vient du toit
jusqu'à l'arrière de la voiture. Lorsque la voiture roule, en fait, ça crée comme une sorte de carénage virtuel d'air. À l'arrière, on a aussi un aileron actif qui est extrêmement bien intégré parce que totalement invisible à l'arrêt. Il se situe entre les deux feux, ici. C'est ça l'aileron actif. Il est inspiré du fonctionnement de celui de la LaFerrari. Et contrairement à la LaFerrari, c'est pas uniquement un aérofrein qui va sortir au freinage, mais un aileron qui va rajouter de l'appui aérodynamique, 100 kg à 250 km/h pour être précis, pour atteindre 360 kg d'appui au total sur la voiture. L'échappement central intégré à la partie haute de l'arrière, ça a permis de vraiment soigner le diffuseur arrière. Donc on a un meilleur flux d'air qui sort de ce diffuseur qui est tout en carbone. Bon, chez Ferrari, souvent le carbone c'est en option. Ici, j'ai pas checké, mais il faut savoir que cette 296 GTB sera prochainement disponible à partir de 269 000 € hors option, hors malus. Et donc avec option et malus, on sera une voiture qui sera autour des 350 000 €. Concernant le châssis, donc l'empattement a été réduit de 50 mm par rapport aux précédentes Ferrari et le centre de gravité a baissé de 10 mm grâce à ce nouveau moteur et au système hybride. Donc ça devrait vraiment augmenter l'agilité de la voiture. Qui dit hybride dit moteur électrique, dit batterie et donc poids en plus. Mais Ferrari a soigné le poids de cette voiture, notamment par l'emploi de ce V6, qui est 30 kg plus léger que le V8 de la F8 Tributo, par l'emploi extensif de matériaux légers, la fibre de carbone, etc. Et on atteint un poids en fait qui est à vide et avec toutes les options d'allègement de 1470 kg. Donc on a un seul moteur électrique qui est à l'arrière, et contrairement à la SF90 Stradale que j'avais essayé, on n'a pas de moteur électrique à l'avant, et ça veut dire qu'on a un très grand coffre à l'avant. Le coffre est franchement pas ridicule. Là j'ai mis mon sac à dos, mais déjà il est assez large. Là tu peux faire rentrer un parapluie, on a fait le test ce matin. Assez profond, tu peux mettre quand même beaucoup plus de choses que ce que j'imaginais. Et là comme d'habitude, si vous voulez mettre pause, on a la plaque avec toutes les options de la voiture. Passons à l'intérieur où vous allez le voir, comme dans la SF90 Stradale, on est passé au tout digital. Même le passager dispose d'un écran pour vous engueuler si vous dépassez les limitations de vitesse. Et on n'a pas de la place que dans le coffre. Regardez derrière les sièges, qui sont d'ailleurs monocoque en carbone rabattable magnifique. Il y a de la place pour mettre des affaires, hein. L'habitacle est clairement numérique, mais il est très très raffiné. On voit ici la finition, les surpiqûres, la finition des matériaux est exemplaire. Très raffiné avec quelques références au passé, notamment cette grille de sélection des rapports entre le mode automatique, le mode manuel, la marche arrière, qui rappelle la grille de sélection manuelle Ferrari. Sièges baquets carbone, qui sont très très beaux. C'est vraiment une coque en carbone avec des patchs dessus. Bon, Ferrari dit que la philosophie sur laquelle a été bâtie cette voiture, c'est le fun to drive, le plaisir de conduite. Bon, ça fait 50 ans qu'un V6 ne s'était pas retrouvé dans une voiture de route chez Ferrari, mais à Maranello, ce V6, il l'appelle le Piccolo V12. En français, le petit V12. Bon, on va voir ce que ça veut dire en langue de World Supercars. Allez, petite casse d'accélération. Bon, qui dit Ferrari hybride dit mode tout électrique, il faut le voir pour le croire. On traverse un petit village, donc on se met en mode tout électrique. La voiture glisse sur l'asphalte, c'est assez amusant, mais 2 secondes. On repasse tout de suite en mode performance. Le V6 démarre. Ce V6, développé par Ferrari, n'a aucun point commun, pour ceux qui pouvaient en douter, avec le V6 Nettuno de la Maserati MC20. Maintenant, c'est vraiment 2 marques bien distinctes. Chez Maserati, c'est un V6 à 90 degrés. Là, Ferrari a opté pour une architecture de V6 à 120 degrés. Ça veut dire que les bancs de cylindres sont à 120 degrés. Ça a permis d'abaisser le centre de gravité et aussi de placer les turbos au centre du V. Donc ça fait un moteur plus compact et plus léger. On a la même boîte de vitesse que sur SF90 Stradale et Ferrari Roma, à savoir la 8 rapports à double embrayage. Vous avez vu les amis, aujourd'hui je me suis accordé avec la voiture. Vous l'aviez peut-être déjà vu dans certains autres essais, celle-ci je la sors pas souvent, seulement pour les grandes occasions. La Monaco rouge. Je sais que vous êtes nombreux parmi vous à apprécier l'horlogerie et
vous inquiétez pas, dans les prochaines vidéos, désormais, je vais vous parler un petit peu plus souvent de montres. Ça arrive très prochainement sur World Supercars. L'angle à 120 degrés, ça veut aussi dire que derrière, quand on regardera par-dessus la belle vitre de la baie moteur, on verra plus les belles culasses rouges mythiques de Ferrari, parce qu'elles sont vraiment beaucoup plus basses dans la baie moteur. On verra uniquement les turbos qui sont au centre du V. Par rapport à ceux qu'on pouvait retrouver sur une 488 Pista ou une F8 Tributo, les turbocompresseurs sont nouveaux, ils sont plus petits et plus légers et ils peuvent tourner plus vite. En termes de chiffres, ça veut dire qu'ils peuvent apporter 24% de plus de boost par rapport à ceux qu'on trouve sur une F8 Tributo par exemple. Ce qui me terrifie un petit peu, c'est que quand j'ai essayé la Ferrari F12 Berlinetta avec son V12 et ses 740 chevaux sur les roues arrière, c'est qu'à aucun moment je me suis dit tiens, ils auraient pu rajouter une centaine de chevaux quand même. Avec l'intégration du moteur électrique, cette 296 GTB développe 830 chevaux. 830 chevaux sur les roues arrière à 8000 tours minute et une zone rouge qui est fixée à 8500 tours minute. Et ça, c'est exceptionnel parce que c'est vraiment des régimes de rotation qu'on retrouve sur des moteurs atmosphériques. 830 chevaux, 740 Nm de couple, ça permet d'abattre le 0 à 100 km/h en 2 secondes 9, 0 à 200, 7 secondes 4 et une vitesse maximale de 330 km/h. Qu'est-ce que ça marche! Avec toute cette technologie derrière, donc le nouveau V6 plus le moteur électrique, on a quasiment 60% du poids à l'arrière et 40% à l'avant. Pour dépasser, il n'y a pas vraiment de problème, hein, parce que le fait qu'il y ait un... Bon, déjà la voiture se traite pas, mais le fait qu'il y ait un moteur électrique fait que même si tu es en sous-régime, le boost électrique te fait partir vers l'avant et fait en fait qu'il n'y a absolument aucun turbolag. On a aussi sur cette 296 GTB, comme sur quasiment toutes les Ferrari, des suspensions pilotées de série, et ça c'est sympa parce que dès que c'est un petit peu bosselé, tu appuies sur le bouton du Manettino qui contrôle la suspension pilotée et la met en mode route bosselée. Ça veut dire qu'elle va absorber tout simplement un petit peu mieux les aspérités de la route, et les sièges sont fermes mais la voiture est assez confortable. Et donc tradition chez Ferrari, on a le Manettino, mais cette fois on a deux Manettino comme sur la SF90 Stradale. À droite le Manettino classique qui permet de sélectionner la dynamique de la voiture et le niveau d'assistance électronique, et sur cette hybride du coup on a un deuxième Manettino à gauche qui s'appelle le i-Manettino et qui lui permet de gérer les flux d'énergie de la voiture, donc entre le moteur électrique et le V6 thermique. Il y a 4 modes, il y a le mode e-drive 100% électrique, il y a le mode H hybride où là en fait c'est quand tu démarres la voiture, c'est le mode sélectionné par défaut, la voiture part en mode électrique, tu as une jauge et dès que tu dépasses un petit peu et que tu as besoin d'un peu plus de performance, le V6 se lance. Mais dès que tu n'en as plus besoin, il se coupe. Ensuite, tu as le mode performance, où là le V6 est toujours démarré, et où là la priorité c'est la charge de la batterie. Le système va faire en sorte que la batterie se recharge, pour toujours pouvoir être disponible. Enfin, le dernier mode, on va essayer un tout petit peu plus tard, vous inquiétez pas, c'est le mode Qualify, qui lui donne priorité absolue aux performances maximales, quitte à sacrifier la batterie. C'est vraiment le hot lap sur circuit, tu vas mettre le mode Qualify et là tu as toute la sauce. Pour l'instant on reste en mode performance, je suis très content aujourd'hui, il devait pleuvoir, pour l'instant les routes sont sèches. Vous imaginez pour mon premier essai presse avec Ferrari de tester une Pro Plus de 830 chevaux sur des routes mouillées, disons que j'avais un peu la petite larme. Oh la vache! Sur l'autoroute, je me suis fait la remarque d'ailleurs, il n'y a pas du tout de point mort sur le point du milieu. Si tu fais ça, la voiture va faire ça sur l'autoroute. C'est presque pour une fois trop sensible en conduite de tous les jours, parce que c'est vraiment très sensible, même sur l'autoroute. Par contre là en conduite sportive, ça devient un petit peu sinueux. T'as vraiment l'impression d'avoir un volant de karting entre les mains. Tu tournes à peine, la voiture pivote. Il y a un train avant ultra incisif. Et là on est sur des petites routes, donc le but c'est pas de faire un chrono. Pour moi là le but ça va vraiment plutôt être de me concentrer sur l'émotion, les sensations que va me procurer cette nouvelle Ferrari.
et notamment la sonorité. Parlons-en parce que oui, Ferrari sont très connus pour leur V12 et leur V8, mais là, ils sont passés au V6, ils étaient un petit peu obligés. Mais pour l'instant, niveau sonorité, je trouve qu'à Maranello, ils ont fait un très bon boulot. Oh, les routes sont extraordinaires. Déjà, on a une ligne d'échappement des collecteurs jusqu'au catalyseur qui est en Inconel. L'Inconel, c'est un alliage léger d'acier et de nickel qui permet de résister à des très hautes températures. Et Ferrari n'a pas encore cédé à la tentation, contrairement à certains constructeurs, d'amener du son moteur à travers les haut-parleurs de la voiture. Ici, point de tout ça, Ferrari a développé et breveté un système qui s'appelle Hot Pipe, qui prélève du son moteur au niveau de la sortie, au niveau de la ligne d'échappement, et qui l'amène dans l'habitacle. Surtout par l'arrière, hein, le son, la sonorité, on l'entend vraiment venir de l'arrière, juste derrière les sièges. Elle est très présente. Et comme je vous l'ai dit, les ingénieurs à Maranello ont surnommé ce V6 le Piccolo V12, le petit V12. Et en fait, ils ont travaillé pour que plus tu montes en régime, plus ce soit des notes aiguës qui arrivent dans l'habitacle, ce qui est caractéristique d'un V12 en fait. Et les yeux fermés, fermez les yeux, faites l'expérience, écoutez. Et ben moi je trouve qu'on retrouve vraiment la note d'une 812 ou d'une F12. Peut-être pas d'une F12 parce qu'il n'y a pas autant le bruit d'admission, on entend un peu plus les turbos. Mais waouh! Ça c'est pas juste une belle sonorité, pour moi c'est une belle sonorité Ferrari. Bon, j'ai pas trouvé de petit muret, alors là ça va être le test du petit village. C'est sympa, hein, mais j'ai l'impression qu'on entend plus le moteur de l'intérieur que l'échappement. Ah, on écoute là. Ah ouais. C'est là où c'est la différence hein, par rapport à un vrai V12. C'est que le V12 il va hurler à l'extérieur, alors que celui-là il hurle vraiment que à l'intérieur. Mais bon, quand tu conduis la voiture, où est-ce que t'es? Avec la digitalisation totale de l'intérieur, Ferrari, comme d'autres constructeurs, s'est mis à mettre du tactile partout à l'intérieur. Sur les contrôles de clim, sur les boutons du volant, même le démarreur emblématique à bouton rouge de Ferrari a disparu. Maintenant, c'est un bouton tactile. Celui-là, franchement, celui-là, c'est très dommage. Pour le reste, c'est plutôt joli, mais je trouve que ça s'arrête là. Moi, le tactile dans les voitures, je trouve que c'est un enfer à utiliser. Et pourquoi? En fait, j'y réfléchis, mais c'est tout simple. Sur l'iPhone, le tactile, pourquoi il marche si bien? Et bah parce que t'es rivé comme ça sur ton écran, et donc que tu sais où est-ce que tu vas appuyer. Là, tu conduis, tu regardes la route, et bah sous tes doigts, si tu regardes pas ce qui se passe, t'appuies n'importe où. Franchement, pour l'instant, sur route, ce moteur est incroyable, parce que, en plus de rajouter de la puissance pure, le moteur électrique supprime absolument tout turbo lag, et Ferrari, ils sont champions pour faire des moteurs turbo qui se comportent comme des Atmos. Voilà. Tu vois, je le fais en rigolant, mais ce voilà. Et bah ça, on le retrouvait pas sur une F8 ou sur une Pista. On le retrouve sur une voiture V12. Et waouh, là on est sur un V6, donc un demi V12. Les freins, il n'y a pas de course morte dans la pédale, c'est une pédale ferme, il y a du mordant et c'est progressif. La direction est extrêmement directe, fidèle à Ferrari, mais c'est une direction électromécanique. Et malheureusement, s'il faut lui faire un reproche, c'est que je trouve qu'on sent pas trop ce que font les roues avant. C'est extrêmement direct, extrêmement précis. Oh là là. Tu places la voiture au millimètre, mais t'as pas trop de remontée d'informations. La voiture est tellement rapide que je vais m'arrêter de parler pendant 1 minute et regarder avec quelle facilité cette 296 GTB enchaîne les courbes.
Mamma mia, che macchina, mamma mia. En électrique, vous avez compris qu'on a 25 km d'autonomie. En thermique, je sais pas, mais le réservoir fait seulement 65 litres. Donc ça risque de descendre assez vite. Bon, tout ce charabia un peu technique pour vous dire que vraiment Ferrari a porté le développement de cette nouvelle 296 GTB sur deux choses. Plus de performance et plus de kiff. Mais pour kiffer sans arrière-pensée, direction circuit. Les extrémistes du sport auto, elle existe avec un pack qui s'appelle Assetto Fiorano dont celle-ci dispose. Ce pack qui vous sera facturé 33 000 € vous donne une voiture qui est 15 kg plus légère, qui a un petit peu plus d'appui aérodynamique et surtout des suspensions passives multimatiques, donc pas de suspension pilotée, à réglage fixe qui sont vraiment optimisée pour le circuit. Et elle est surtout extrêmement reconnaissable grâce à cette livrée, cette bande qui est vraiment inspirée de la Ferrari 250 LM et qui est, comme sur la SF90, uniquement disponible sur le pack Assetto Fiorano. Le pack Assetto Fiorano nous permet aussi d'avoir des pneus haute performance, des Michelin Cup de Air. Donc c'est les pneus ultra haute performance de Michelin. C'est des semi-slick, hein. Regardez, là ils sont quasiment neufs, mais c'est des semi-slick qui sont homologués pour la route. Vraiment, sur la route, elle m'a impressionné de son agilité. 1470 kg à sec avec les options d'allègement. Mais la voiture paraît extrêmement légère, extrêmement agile. Ça, c'est beaucoup dû à la direction qui est extrêmement directe. On a vraiment l'impression d'avoir un volant de kart entre les mains. Une voiture qui est très très vive. On va tout de suite voir ce que ça donne sur le circuit. Sur cette 296 GTB, on a un système de freinage brake-by-wire. Ça veut dire que c'est un freinage électronique, on n'est plus en connexion hydraulique directe avec les freins. Et ce système permet de gérer en fait si tu vas freiner avec de l'électrique et de la récupération d'énergie ou si ça va pincer les disques. Et la transition entre les deux est totalement imperceptible. Mais ce que ça permet, vous allez voir, ça permet d'aller chercher des nouvelles performances sur piste. Allez, les 830 chevaux sur le circuit de Monte Blanco. Et c'est l'occasion pour moi de vous parler des freins de cette 296 GTB en fait. Parce que Ferrari, grâce à plein de petits capteurs très compliqués, a développé un nouveau système d'ABS qui s'appelle ABS Evo. Et en fait, l'ABS c'est un système de sécurité, mais pour la première fois, ça devient aussi un système de performance. En fait, ce qui permet cet ABS Evo, c'est à partir de la position race du Manettino. Déjà, il permet de freiner beaucoup plus court qu'une F8 Tributo, des freinages plus répétitifs aussi, et surtout, il me permet de faire, au commun des mortels comme moi, un freinage dégressif de pilote presque parfait à chaque fois, parce que le capteur informe la voiture si tu rentres dans un virage avec du frein. Voilà, attention, ligne droite, 830 chevaux. Un petit peu à la manière des motards d'un ABS en virage. Oh, qu'est-ce que ça freine fort! J'ai l'impression, comme avec la Formule 1, quand j'ai conduit, de freiner beaucoup trop tôt. Il y a de la marge, hein. On va taper les 2,80, c'est sûr. Un peu à la manière d'un ABS en virage sur une moto. Le système de la voiture détecte quand est-ce que tu prends un virage et relâche doucement le frein à mesure que tu entres dans le virage. Et ça te permet de faire un freinage dégressif de pilote à chaque fois. C'est impressionnant. Et surtout, les freins, ils sont impressionnants. Là, on est en mode qualify, donc avec toute la sauce. Pneus Cup de Air, frein carbone céramique qui commence à être bien chaud. Oh là 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 là. Et en mode race, il n'y a pas une once de patinage.
taper les 2,90. Oh, c'est impressionnant. En fait, la voiture te met tellement en confiance qu'elle te fait ressentir comme si tu étais un pilote. C'est ça la force de cette voiture, contrairement à une F12 TDF, où là, vraiment, si tu veux exploiter toutes les performances, tu as besoin d'être un pilote parce qu'elles sont sauvages. Celle-ci, tu as 830 chevaux, mais ils sont extrêmement facilement exploitables. C'est impressionnant. Terminer cet essai et de rendre cette nouvelle 296 GTB. Les performances sont bien là, le fun to drive est bien là, elle fait moins peur à conduire que la SF90 Stradale avec ses 1000 chevaux, bien que ce soit une propulsion. Au final, cette 296 GTB, c'est pas seulement une voiture exceptionnelle,